J'invite maintenant Sylvain Allemand à nous rejoindre. Lui aussi est présent physiquement avec nous, donc c'est une bonne chose. Ainsi que Auréline, je crois. Tu nous rejoins aussi, Auréline Doro. Alors j'en profite pendant que tu t'installes, Sylvain, tu vas arriver dans le cadre. Mets-toi au milieu. Voilà, Sylvain. Tu es journaliste. Oui. Spécialiste. Mais là, je ne sais pas si on te voit. Non, pareil, je mets le diapo, pardon. D'accord. Spécialiste du développement durable. Et alors, tu viens d'achever pour la chaire Paysage Énergie un ouvrage qui parle de l'histoire des paysages au regard de l'énergie. Et donc, c'est de cela que nous allons discuter maintenant, profiter de ton savoir sur cette question éminemment intéressante, d'avoir une perspective historique offerte par ton travail sur le lien entre paysage et énergie. Et je crois que c'est Auréline qui est aux manettes. Oui, moi je vais essayer de faire la jonction entre la chaire représentée par Bertrand et puis le travail de Sylvain qui va justement répondre en partie à l'augmentation des connaissances territoriales. En tout cas, c'est ce que vous allez probablement nous présenter maintenant. Donc, quelle est l'origine de la commande de l'ouvrage et en fait à quels objectifs répond-il? Peut-être Bertrand, en tant que directeur de la chaire, oui, alors d'abord, comment il s'appelle cet ouvrage? Paysage et énergie, une mise en perspective historique. Alors, on doit à la vérité de dire aux spectateurs, aux auditeurs, que vous faites mine de découvrir cet ouvrage. En fait, vous avez été des compagnons de route, vous avez très activement participé à cette aventure. Et je tenais à le dire et vous remercier au passage. Voilà. Alors effectivement, d'où vient la commande? C'est un petit peu ça la question d'Auréline, donc ça je peux contribuer à y répondre. Ça vient pas simplement du petit groupe technique que peut former la chaire Paysage Énergie, ça vient de son conseil scientifique, de son comité de pilotage, où au bout des 3 premières années d'existence, on fonctionne un peu par programme de 3 ans. On a beaucoup expérimenté dans le premier temps, dans les 3 premières années, un peu tous azimuts, en profitant des ateliers pédagogiques régionaux, des étudiants, de l'école, du laboratoire de recherche. On était un peu dans tous les sens. On a voulu donc capitaliser sur un deuxième temps, donc sur le deuxième temps des 3 ans, du 3 à 6 ans, si j'ose dire, plutôt être dans une logique de capitalisation. Et parmi les 3 ouvrages qui sont sur le métier, l'idée d'avoir une mise en perspective historique, en effet, parce qu'on s'est aperçu bizarrement que on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, ou sous l'œil, ou dans les lectures, dans des compréhensions, etc., dans le lien entre paysage, histoire et énergie. C'est-à-dire que on avait des données sur l'histoire de l'énergie et des techniques, ou d'un autre côté sur l'histoire des paysages et des jardins, etc. Mais on n'avait pas beaucoup de liens entre ces 2 mondes, ces 2 sphères, si vous voulez, de l'histoire. Voilà. Parce que, et quand on avait des liens, c'était des liens plutôt architecturaux. On s'intéressait aux monuments à nouveau, c'est vraiment caractéristique. C'est-à-dire qu'on était sur les objets, un peu techniques, mais pas beaucoup sur les relations de ces objets au territoire et aux populations qui pouvaient vivre avec d'une manière ou d'une autre. Et donc, Sylvain, qu'as-tu découvert dans ces différentes entrées historiques, finalement, enfin, en piochant à travers les ressources académiques dans l'histoire des jardins, dans l'histoire des techniques? Alors, le mot découvert est tout à fait justifié parce que vous m'avez donc sollicité pour défricher comment cette question du lien entre paysage et énergie dans une perspective historique. Et pour répondre à cette question, il faut quand même que je prenne le temps de rappeler que je me suis quand même posé la question de la légitimité. De quel droit, comment investissais-je ces champs-là, alors que je ne suis que journaliste et pas même spécialiste du développement durable, je le précise au passage. Je m'intéresse au développement durable depuis plus de 20 ans, même presque un quart de siècle, mais
ça ne fait pas de moi un spécialiste, je ne revendique pas ce terme-là. En revanche, je revendique la possibilité de faire reconnaître une sorte d'expertise propre aux journalistes, consistant, avec une sorte de naïveté méthodologique, à s'intéresser à la manière dont une notion émerge à un moment donné dans le champ de la recherche ou dans les débats publics, et comment elle infuse d'un champ à l'autre. Et je le dis parce que ça a été finalement ma démarche pour la question de l'ouvrage, comment finalement la question de la transition énergétique a émergé et fait bouger les lignes dans la manière d'appréhender et le paysage et l'énergie. Et en quoi une mise en perspective historique de cette relation est intéressante. Alors, je ne vais pas tout développer, juste un élément de réponse à la question « Qu'est-ce que j'ai découvert ?» Eh bien, en appréhendant les choses d'une manière d'abord méthodologique. Je me suis interrogé sur la manière dont on pouvait aborder cette question-là, quelle méthode, et je me suis intéressé donc aux écueils, aux pièges à éviter. Et le premier peut-être écueil à éviter serait de se lancer dans une perspective chronologique. C'est peut-être le premier réflexe, de se dire, eh bien, finalement, la relation entre paysage et énergie, c'est une relation caractérisée par une succession d'énergies qui émergerait et qui supplanterait les autres et qui transformerait, impacterait les paysages, etc. C'est la première manière d'aborder les choses. En fait, je me suis aperçu, nous sommes aperçus que ce qui était plus intéressant, et d'autres l'avaient fait d'ailleurs, avaient eu cette intuition, c'est que peut-être une lecture plus géologique, j'utilise le mot d'une manière métaphorique, avec l'idée de garder à l'esprit que les rapports, les systèmes énergétiques et les paysages auxquels ils donnent lieu, et la manière dont les paysages aussi favorisent des systèmes énergétiques, eh bien, s'accumulent, coexistent à certains moments et compliquent du coup la transition. On n'est pas dans une succession linéaire, mais dans une coexistence qui fait la richesse d'un système énergétique à un moment donné. Ça, c'est peut-être le premier enseignement, et je ne veux pas tout dérouler, vous avez sans doute d'autres questions. Et justement, pour commencer à répondre à ce nouveau champ de travail et de connaissances, il y a une méthode un petit peu particulière qui s'est opérée pour fabriquer cet ouvrage. Peut-être que Bertrand, tu peux la citer avec le croisement justement d'un travail sur l'image et puis sur le travail académique de fond. Oui, enfin donc le travail, c'est celui de l'écriture, c'est celui de Sylvain. Mais c'est vrai qu'autour de Sylvain, il y a eu un travail d'iconographe avec Florence Briand notamment, donc qui a été recherché, l'iconographie qui pouvait parler de cette relation entre paysage et énergie sous l'angle de l'histoire. Et donc, on bénéficie dans cet ouvrage qui est épais, qui va faire combien de pages ? 350 pages. Voilà, 350 pages. Dans ces 350 pages, il y a beaucoup d'écriture, mais il y a aussi beaucoup d'images anciennes. Donc, c'est intéressant, bien sûr. Alors, on n'a pas le temps beaucoup de les analyser dans l'ouvrage, mais donc chaque lecteur fera son travail d'analyse quelque part. Et puis, on a une autre dimension, effectivement. On a voulu aussi garder aussi l'accroche avec la dimension contemporaine des paysages d'aujourd'hui. Et donc, il y a aussi un travail de photographe avec Patrick Delance, dont on voit, voilà, qui a été sillonner un peu le territoire national pour regarder, toujours pareil, cette question du lien entre paysage et énergie en lui trouvant des dimensions historiques. Voilà. Donc ça permet d'ajouter d'une certaine manière plusieurs strates géologiques à la fabrication du gâteau, si j'ose dire, qui est fait de plusieurs couches, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi un travail d'enquête. C'est vraiment un travail d'enquête. Moi, j'aime bien ce terme. Et d'ailleurs,
c'est un peu ce qu'on voulait, parce que c'est pour ça que ça nous intéressait d'avoir un journaliste, en fait, dans cette affaire, puisque tu as été, Sylvain, au contact aussi de territoire. Tout à fait. Alors, enquête qui me permet aussi, du coup, de revendiquer des affinités avec le champ des sciences sociales, hein, que j'ai beaucoup côtoyé. Et l'enquête, donc, consiste à aller à la rencontre, effectivement, des territoires, des acteurs, et de découvrir d'ailleurs de la diversité des acteurs qui peuvent être concernés par nos questions. Alors ces territoires, nous avons dû limiter la liste que nous avions établie. Je suis allé donc dans les Hauts-de-France pour m'intéresser tout particulièrement justement à la manière dont avait été patrimonialisé le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Je suis allé dans la Manche pour m'intéresser à la manière dont avait été pensée la présence de la filière nucléaire dans un paysage de bocage. La Manche peut s'enorgueillir, je mets peut-être des guillemets, d'avoir de compter tous les éléments de la chaîne de la filière nucléaire sur son territoire et d'être en même temps un pays de bocage, d'élevage, d'agriculture. Je suis allé alors à Nantes pour m'intéresser de près à un poste qui avait été l'objet d'un travail d'étudiant d'ailleurs un poste électrique. Un poste électrique, oui, pardon, de transformation de l'agglomération nantaise, qui a été l'objet d'un travail d'étudiant de l'école et très intéressant puisque ce travail a consisté à replacer ce poste dans une perspective multiscalaire, mais également temporelle et historique. On pourra y revenir. Je suis allé à Ali, la commune d'Ali, qui a accueilli un parc d'éoliens, à Aramon, et puis dans les Pyrénées orientales, sans oublier ni le plateau de Saclay, qui m'est particulièrement cher, et puis la vallée de Chimay. Et ce que je retiens de mes rencontres, et c'est peut-être une bonne nouvelle, y compris pour Gilles Beaulieu, c'est à quel point des acteurs qui ne sont pas paysagistes du tout se saisissent très volontiers de l'entrée paysagère pour leur politique, leur action en matière de transition énergétique. Alors ça, ils prennent conscience, alors non seulement de l'intérêt d'une mise en perspective historique, de sortir d'une vision en termes uniquement techniques, technologiques ou en termes d'équipement, ils se rendent compte de l'intérêt de saisir la profondeur historique du territoire pour y retrouver peut-être des éléments du patrimoine qui avaient été escamotés, auxquels on ne prêtait pas attention et qui pourtant témoignaient d'un savoir-faire ancien dans l'exploitation des ressources énergétiques locales et dont on pourrait s'inspirer pour partie pour répondre à nos défis, et des acteurs qui se rendent compte aussi de l'intérêt du paysage comme un élément fédérateur d'acteurs d'horizons extrêmement divers. Et si vous me permettez, j'évoquerai un cas, celui de la vallée de la Chimie, parce que nous ne partions pas d'une page blanche. La plupart des territoires que j'évoquais, vous les connaissez, ne serait-ce qu'à travers vos étudiants et pour les investir de diverses manières. Mais on doit aussi rappeler que nous avons pris le risque d'aller à la rencontre de territoires dont on ne connaissait pas les interlocuteurs. Et je pense à la vallée de la Chimie, que je me suis risqué à approcher je peux le dire maintenant, en craignant de m'entendre dire, écoutez monsieur, votre projet est très sympathique, mais la question paysagère est le cadet de nos soucis dans la vallée de la Chimie. Ça a été tout le contraire. Et c'est sans doute le territoire qui nous a réservé sans doute le meilleur accueil, et au-delà des mots, parce que mon interlocuteur, Julien Delay, directeur de la mission Vallée de la Chimie, s'était même entouré de paysagistes de l'agence BASE convaincus que c'était la meilleure entrée pour fédérer ces monstres industriels concentrés sur son territoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, Peut-être ça, qu'on peut juste rappeler que la vallée de la Chimie est localisée à Lyon. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Dans le sud de... Alors, on a eu tout à l'heure, alors, un cas intéressant, on a vu une photo, voilà, merci, nous sommes à Ramon, et là, c'est intéressant, ça illustre une Un peu idée... plus en aval sur les bords du Rhône. Oui, parfaitement. Proche d'Avignon. Et alors, Pas d'Avignon. vous voyez alors la cheminée de la centrale thermique qui est en cours de démantèlement et qui accueille d'ores et déjà des panneaux photovoltaïques. Et elle a été l'objet d'un travail magnifique de Joris Mazafon, Qui interviendra cet après-midi. Qui intervient donc parfait. Et c'est intéressant de voir comment la question de la transition énergétique, l'entrée dans la transition énergétique, a contribué à révéler la valeur patrimoniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un patrimoine qui serait perçu comme tel, reconnu comme tel, et puis une transition qui le percuterait éventuellement. Non, c'est la transition qui est l'occasion de révéler la valeur patrimoniale, en l'occurrence de cette cheminée, qui alors suscitait une sorte d'indifférence de la population locale, positive au sens où indifférence parce que la cheminée était devenue un élément familier de leur paysage du quotidien qu'on évoquait, et c'est la perspective de sa démolition qui a fait prendre conscience de sa valeur patrimoniale. Donc elle fait partie du paysage, mais la population n'en avait pas conscience jusqu'au moment où s'annonce le risque de sa démolition. Donc des enseignements assez divers et variés. On a dû se limiter effectivement sur le choix des sites, donc grâce du coup aussi à l'appui du comité de pilotage. Mais on peut peut-être évoquer un certain nombre d'expériences qu'on voulait quand même transmettre au sein de cet ouvrage, qui font l'objet de ce qu'on a appelé des points d'étape, des blancs un petit peu qu'il fallait donner à voir. Peut-être que vous pouvez en citer un ou deux. Alors, tu me prends au dépourvu. La filière bois ou... Pardon ? Peut-être la filière bois ou... Alors, la filière bois, alors qui est intéressante, alors merci, parce que elle est l'occasion de rappeler que la filière bois a peut-être été l'objet de réflexions très anciennes qu'on pourrait poser en termes de transition aujourd'hui, mais qui n'étaient pas posées en ces termes parce que la notion de transition n'était pas encore en usage. Et là, je renvoie donc aux travaux d'historiens qui se sont intéressés aux préoccupations qu'il y avait au XVIIIe siècle quant au devenir du bois en France, du risque de pénurie, du fait de sa surexploitation, d'une gestion non durable, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, la filière bois est très intéressante de ce point de vue-là parce que finalement, elle a déjà été confrontée à des débats en termes de transition, même si, encore une fois, le concept n'affleurait pas comme tel dans les débats. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Peut-être que la structure aussi de l'ouvrage est intéressante pour donner des clés d'entrée peut-être dans ce livre assez dense et très illustré. Alors, comme je l'ai dit d'emblée, j'ai été soucieux des enjeux méthodologiques. Faire une histoire des paysages, des relations entre paysage et énergie ne va pas de soi. Il faut éviter des écueils, etc., des simplicités, et ça c'est l'objet donc d'une première partie. Ensuite, il suffit pas de mettre en garde sur les risques, il faut aussi proposer une méthode. Et donc la méthode que j'ai proposée, elle est double. C'est une entrée par les territoires, et c'est l'objet donc de la dernière partie avec 8 exemples, un peu plus en fait grâce à un système d'encadré, mais qui permettent d'illustrer la manière dont des acteurs aujourd'hui se saisissent de la question des paysages au regard de l'énergie et vice-versa, mais dans une perspective historique. Et il y a aussi une autre entrée, alors une autre partie où je propose une entrée, et là c'est l'occasion d'en dire quand même un mot, par les convertisseurs. C'est pas un très joli mot, le mot convertisseur, et il me semble finalement clé
clé pour comprendre les rapports entre paysage et énergie, quitte à questionner l'intérêt de la notion même d'énergie. Parce que elle est piégeante, cette notion d'énergie, au sens où elle renvoie à des notions aussi générales que l'électricité, l'hydraulique, l'éolien, alors que le photovoltaïque, alors que le véritable intérêt, c'est la manière dont les sociétés, les hommes, les femmes, ont converti une énergie en une autre. Et c'est tout l'intérêt donc de ces objets techniques que sont les convertisseurs. Et là, je rends hommage au travail qui a été fait dans le cadre d'une thèse par Anaël Marek et qui s'est intéressé à l'histoire des convertisseurs, des énergies renouvelables depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, en mettant en exergue cette notion de convertisseur. Alors, elle risque de nous enfermer dans une approche d'ingénieur, et en fait, c'est pas le cas, parce que quand vous vous intéressez à la manière dont on a converti une énergie mécanique en une énergie électrique, une énergie hydraulique en une énergie électrique, une énergie éolienne en une énergie mécanique, etc. Finalement, vous vous intéressez à des objets techniques et à travers ces objets techniques, à des hommes et des femmes et au-delà de ça, à des systèmes d'acteurs. Et ce qui contribue à la promotion d'une forme d'énergie, c'est au fond un type de convertisseur qui, à un moment donné, arrive à s'imposer au détriment d'autres convertisseurs ou à cohabiter avec ces convertisseurs. Et c'est très intéressant pour votre propos, parce que ces convertisseurs, ce sont des objets qui sont patrimonialisables, qui sont d'ailleurs, dont on a encore des éléments des traces qui peuvent être patrimonialisés. Le cas le plus simple, c'est le moulin, qui est un convertisseur d'énergie hydraulique en énergie mécanique ou en d'énergie éolienne en énergie électrique, etc. Et il est intéressant de repérer ces traces dans les territoires pour contribuer, œuvrer à leur propre patrimonialisation. Et si vous m'y autorisez, ça m'offre l'occasion, du coup, d'interroger non plus seulement la notion d'énergie, mais d'énergie renouvelable, qui insinue dans l'esprit des gens que ce seraient des énergies toutes récentes, qu'il s'agirait enfin de promouvoir. Non, et Gilles de Beaulieu pourrait le dire tout aussi bien et sans doute mieux. De tout temps, nous avons exploité des énergies qu'on appelle aujourd'hui des énergies renouvelables, mais qu'on appelait auparavant des forces naturelles ou des énergies nouvelles, et qui se sont incarnées dans des objets techniques qu'il s'agirait aussi de valoriser comme des éléments du patrimoine. En d'autres termes, et j'arrête là, il ne s'agit pas de concevoir un patrimoine d'une part, d'un côté, et des énergies renouvelables qui bousculeraient, interrogeraient ce patrimoine. Les énergies renouvelables s'inscrivent dans des histoires qui se manifestent à travers des éléments patrimoniaux ou patrimonialisables. Oui, effectivement, si tu travailles sur les moulins, vous trouverez d'ailleurs une belle carte de Cassini qui reprend l'ensemble du chapelet de moulins sur une vallée d'Alsace, qui donne un petit peu à voir aussi ce système technique, mais aussi paysager finalement. Et la densité de ces objets techniques dans les paysages d'antan, et dont on a eu souvent que quelques traces. Il y a une conclusion très intéressante, on ne va pas la spoiler pour prendre un terme à la mode, mais quand même, Sylvain, est-ce que dans ta conclusion tu essayes de faire ressortir quelques éléments saillants, finalement, quelques enseignements? Est-ce qu'il y en a un que tu voudrais nous évoquer, parce qu'on ne peut pas tout développer, puis encore une fois, on ne va pas épuiser le sujet des 350 pages en 3 mots, mais quand même. Allez, 2 très brièvement, et je regarde Mégane qui va... Parfait. La première idée, c'est en fait à quel point la manière dont on se projette dans le futur de la transition énergétique concourt à refaçonner notre vision du passé. À se demander d'ailleurs si c'est pas notre futur qui dicte notre manière de voir le passé et qui nous enseigne sur cette manière de le voir. Et donc concrètement, ça peut s'être traduit par le fait que se projeter dans une transition énergétique dominée par des énergies renouvelables pourrait
par un phénomène de rétroaction, nous amener à porter beaucoup plus d'attention à des traces du passé auxquelles on ne prêtait pas attention parce que ça ne rentrait pas dans notre récit, dans l'idée qu'on se faisait de notre futur. Et donc ça, c'est la première idée force qui me tient à cœur. L'autre idée, et ça fait écho, me semble-t-il, au propos de Gilles de Beaulieu, c'est cette idée que j'ai envie de promouvoir, peut-être avec lui, à lui de le dire, cette notion non pas d'ingénierie, mais de génie paysager, qui offre, me semble-t-il, l'intérêt, mais c'est à vous d'en juger, messieurs, mesdames les paysagistes, qui offrirait l'intérêt de combiner la dimension ingénieriale, en faisant référence au génie civil, au génie urbain, etc., mais également à ce je ne sais quoi du génie du lieu qui fait qu'un paysage s'impose sans qu'on puisse se dire pourquoi, etc. Et tout l'enjeu, c'est donc de rassembler, de fédérer des compétences, des expertises qui nous permettraient de concilier l'exigence d'un niveau d'ingénierie pour concevoir des paysage de la transition énergétique, tout en admettant qu'il y a des choses irréductibles, singulières au territoire et qu'on subsume par cette notion de paysage, de génie paysager, mais plus en référence au génie du lieu, en espérant ne pas avoir été compris. Mais ce lien du génie paysager, il vient de quoi exactement par rapport à la question de la perspective historique, paysage, énergie? Alors, peut-être de mon propre cheminement, je me suis beaucoup intéressé au génie urbain, auquel j'ai consacré un livre. C'est un domaine extrêmement passionnant. Je m'y suis intéressé, bien sûr, en partant du génie urbain haussmannien et en considérant que peut-être que ce génie urbain qui nous a rendu bien des services en créant toutes les conditions d'accès à des ressources dans l'espace urbain et dans l'espace urbain, était peut-être mis au défi, et ça rejoint ce qui a été dit, me semble-t-il, tout à l'heure, de ne plus invisibiliser tous les réseaux techniques mis en œuvre pour contribuer à répondre à nos besoins, mais au contraire de les visibiliser pour nous faire sentir à quel point, nos approvisionnements divers, les conditions de production, de consommation, de distribution sont coûteuses en termes d'énergie, etc. Et on est loin de la distance et de la prégnance qu'évoquait Gilles, effectivement. Oui. Non, mais de fait, qu'il dénonçait en disant que c'était alors, voilà, tout à fait. Mais le génie paysager serait... En fait, tu es en train de nous dire qu'il faut le ramener dans la réalité perçue et vécue par les populations. Parce que ça participe d'une pédagogie, de donner à voir, de ne pas invisibiliser tout. On a besoin d'invisibiliser un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir. Tout en revanche, si, pour bien prendre conscience. Et le génie paysager, c'est un paysagiste qui assumerait de donner à voir, et certainement pas de cacher, de dissimuler, des équipements qui concourent à l'approvisionnement en électricité ou en d'autres ressources paysagères. Voilà le lien que je ferais. Et d'ailleurs, pour y contribuer, le livre est aussi très riche d'un certain nombre d'entretiens et d'interviews qui donnent la parole à des techniciens, des acteurs de territoire, qui sont des premières étapes finalement de connaissances pour aller vers le génie paysager. Parfaitement, tout à fait. Donc, beaucoup de choses à y voir. Peut-être Bertrand sur quels enseignements ou quelles perspectives ça donne à la chaire que d'avoir cet ouvrage. À la chaire, j'espère à la chaire, mais plus globalement, on va dire, plus globalement, c'est un travail de journaliste sur une question historique. Et en fait, l'intérêt, d'une certaine manière, c'est d'avoir préparé le terrain, je dirais ça de manière... Pardon, mais je pense que Sylvain ne sera pas vexé de dire qu'en fait, tout ça, c'est une introduction à quelque chose qui devrait être largement approfondi. Donc moi, j'espère que ça va ouvrir des vocations de recherche menées par des chercheurs, c'est-à-dire notamment des historiens, pourquoi pas aussi des paysagistes, des géographes, des sociologues, etc., parce que de fait, il y a un champ, je pense qu'il y a une mine d'idées à prendre
pour aller approfondir la connaissance, la compréhension des choses, revisiter, remettre en cause un certain nombre de présupposés. C'est déjà fait dans l'ouvrage et donc ça donne plutôt envie d'aller fouiller, quoi. C'est vraiment du côté de la recherche qu'on a envie d'approfondir. Dans le prolongement, oui, c'est important de bien caractériser l'esprit de la démarche. C'est une démarche de journaliste et je l'assume pleinement. C'est aussi un beau métier après celui de paysagiste. Mais il se trouve que le hasard ait voulu que j'ai entamé cette aventure en me replongeant dans la lecture que Amerigo Vespucci faisait de ça. Voilà, mais je vous recommande, hein, c'est passionnant et il nous explique comment voilà, il nous fait les récits de ses voyages. Alors rassurez-vous, je ne me prends pas pour Amerigo Vespucci, j'en tire juste une analogie. Ça m'a permis de mettre des mots sur l'expérience que j'ai vécue avec vous. C'est celui d'un explorateur que vous aviez, à qui vous aviez confié la mission, d'explorer un champ et d'en rapporter, comme faisaient les botanistes qui accompagnaient les explorateurs, de rapporter des éléments de réflexion. Charge à vous, professionnels, charge à vous, chercheurs, de vous en saisir, de creuser les sillons. C'est dans cet esprit-là que ce livre a été fait, avec le sentiment d'avoir identifié de possibles terra incognitae, mais ça, j'ai besoin de lecteurs et de chercheurs et de paysagistes pour nous en assurer pleinement. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. On a une question très intéressante qui nous demande quand est-ce qu'il sera disponible en librairie et où est-ce qu'on pourra le trouver. Je vous laisse répondre parce que c'est quand même une information. Alors, c'est la relecture du bon à tirer, donc ça veut dire que ça va partir chez l'imprimeur très très vite. Donc après, il faut un petit mois, quoi. De toute façon, il y aura des informations envoyées par mail sur la sortie de ce livre, et puis sûrement aussi à la newsletter de l'ENSP, et disponible aussi sur le site de l'ENSP et de la chaire Paysage et Énergie. Donc disons fin mai, oui. Nous avons un petit commentaire de Madame Bru qui a parlé tout à l'heure, qui nous dit merci également de prendre en compte l'histoire des territoires et des hommes. Et Georges Duby disait n'oubliez jamais la peine des hommes également. Et un petit mot de François-Xavier Mousquet qui sera également là cet après-midi en ligne et qui parle de l'idée du convertisseur qui est très féconde, comme convertisseur également culturel qui serait le principal moteur du génie paysager. C'est beau. Bon, voilà, une bonne conclusion. Une conclusion de matinée peut-être. Voilà. Très bien. Eh bien, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Nous avons donc à nous retrouver tout à l'heure. Alors, j'ai pas de montre, mais Mégane, tu vas nous préciser le timing.